question pour Zakhar. Je voudrais vous demander comment en 2007, c'était en 2007, n'est-ce pas, comment il a reçu la nouvelle de la traduction de Pathologie. En 2007, c'était un tout jeune homme qui avait vécu déjà des choses très dures, puisqu'il avait été engagé en Tchétchénie, qu'il avait à nourrir sa famille, et il raconte quelque part comment le jeune journaliste qu'il était, fauché, presque va-nu-pied, s'est présenté dans un hall de maison d'édition où l'ont accueilli des journalistes très chics, très occidentalisés, et qui avaient les pieds tellement trempés qu'il laissait deux flaques à l'endroit où il s'était posé. Et je crois que c'est un souvenir très fort parce qu'il a été, sûrement à ce moment-là, humilié par le contraste entre sa vie et ce qui se passait dans la capitale. Voilà, alors c'est la première question, après on continuera. Je voudrais vous demander s'il a un souvenir sur ça, sur ce moment. Но это вот не является никаким преувеличением, то, что говорила Моника. Я родился в деревенской семье, в крестьянской, вырос в советской деревне. Je suis née dans un village, je viens d'une famille très simple, famille de paysans. И я никогда не был за границей. И даже и не очень предполагал, что буду за границей, потому что мы очень бедно жили. Это были там 90-е годы, начало нулевых годов. У меня появились дети, жена, и мы жили в полунищете. Je ne pensais pas du tout un jour me retrouver à l'étranger, je ne l'espérais pas. Nous vivions d'une façon assez pauvre, c'était les années 90, début des années 2000. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je ne pensais pas du tout sortir et aller à l'étranger. Я уже уволился вот из спецподразделения, где работал, но еще не собирался, и даже не думал, что я могу быть писателем. Я просто жил и работал на любой работе, которая мне попадалась на пути. J'ai déjà quitté mon poste dans le commando spécial et j'ai commencé à écrire, mais je n'ai pas encore commencé à écrire, mais je faisais des petits boulots de gauche à droite. Я решил написать вот книгу вот, сначала я думал, что я напишу книгу про любовь, но написал книгу про войну. Вот, и прошло 10 лет с чеченской кампании, чуть больше или чуть меньше, и вот я об этом написал книгу. Je ne pensais pas écrire un livre sur la guerre, je pensais que ça allait être un livre plutôt sur l'amour, mais finalement ça a donné ce que ça a donné. Et voici 10 ans après le conflit de Tchétchénie, le livre est toujours là. И это было для меня актом абсолютного чуда. Мне было уже 30 лет, я ничего особенного не ждал, и вдруг вот мне 30 лет, и неожиданно мне предлагают настоящее французское издательство перевести мою книгу, и более того, приглашают меня во Францию. И для меня это был шок, я не могу вам объяснить его, но это было просто что-то невозможное, как будто мне предложили полететь в космос. J'avais 30 ans et pour moi c'était un miracle. Une maison d'édition française m'a proposé de traduire mon livre en français, je ne m'y attendais pas du tout. Et pour moi c'était quelque chose d'ordre comme partir sur la Lune. C'était complètement imprévisible, extraordinaire. И когда я впервые вот встречался во Франции со своими с читателями, мне переглядываясь, и мне кажется, что я боялся тогда больше, чем в Чечне всего происходящего. Это были иностранцы настоящие, я их уже никогда не видел. И вот мне все время казалось, что я какая-то дворняга, собака, которая случайно потерялась и находится не на своем месте. Я все себя трогал, щипал и думал, нет, это со мной все-таки происходит. Et je me sentais très mal à l'aise en fait en me retrouvant devant le public français. C'était ma première fois et je pense que j'avais plus peur devant les lecteurs français qui étaient là, qui étaient présents devant moi, plus que quand j'étais à la guerre. Et je me demandais tout le temps, est-ce bien la réalité? Je me sentais un peu comme un chien errant qui s'est retrouvé là par pur hasard. Et je me touchais un peu pour vérifier si je réagis bien, si c'est vraiment la réalité et ne pas un rêve.
Там еще было отдельное маленькое чудо. Я, когда приехал во Францию, меня встречала девушка из потомок русской эмиграции первой волны, Маша, и она стала говорить, и говорит, вот я внучка писателя Бориса Зайцева, который жил во Франции. А Борис Зайцев на тот момент был один из самых любимых моих писателей, его роман «Золотой узор», он меня просто потряс. И это было тоже совершенно невозможно. Я не знал, что вообще вот есть классики, у них могут быть дети, я могу с ними встретиться. Я никогда не предполагал, что это возможно. И вот я еду в такси по Парижу с внучкой Бориса Зайцева. У меня вышла книга, полное безумие просто. Et encore un autre miracle qui m'a mis sous le choc. Quand je suis arrivée, c'était une jeune fille qui est venue me chercher à l'aéroport. Et en parlant avec elle, j'avais appris que c'était la petite fille de Boris Zaïtsev, qui venait de la première vague de l'immigration. Moi, j'étais un admirateur de l'œuvre de Boris Zaïtsev. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire de me retrouver là avec la petite fille de Boris Zaïtsev et d'être dans le taxi et à traverser Paris. C'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout dans ma vie. Se différencie-t-elle des guerres de Tchétchénie? Так, на Донбассе. В общем, что произошло на Украине? Давайте попытаемся разобраться. Еще за 3, 4, 5, 6 лет до всех этих событий я очень часто bывал на Украине, очень много и близко общался с украинской интеллигенцией. On va commencer par le Donbass. Ce qui s'est passé dans le Donbass, il faut le préciser. Déjà, il y a 3, 4, 5 ans, je me suis rendue en Ukraine et j'ai eu des échanges avec des écrivains, avec des gens que je connaissais là-bas. Et on parlait déjà des événements qui ont lieu par la suite. И эти люди совершенно не скрывали от меня, и это всем было понятно, кто наблюдал за политической жизнью на Украине, что каждые 4 года, каждые выборы побеждает то одна половина страны, то другая. Одна половина страны была как бы нацелена на Запад, что не совсем, не будем про это говорить. Одна половина на Запад, другая половина к России тяготела. Вот это вот было движение, эти качели, они раскачивали Украину с последние 25 лет. Et personne ne cachait déjà ça à l'époque, parce que c'était évident pour tout le monde que tous les 4 ans, lors des élections présidentielles, le pays, comme sur un balançoire, choisissait tantôt le parti pro-occidental, tantôt le parti pro-russe. Et donc, depuis déjà plus de 20 ans, c'était ça, en fait, la position du pouvoir en Ukraine. Впервые я написал очерк о том, что на Украине идет гражданская война в 2008 году, то есть за 6 лет до этих событий. И это не потому, что я такой пророк, но это было очевидно очень многим. И даже вышло несколько романов антиутопии на тему гражданской войны на Украине. Pour la première fois, j'en ai déjà parlé en 2008, j'ai fait une note où je parle de la guerre civile en Ukraine. Et il y a eu même par la suite des romans de dystopie en parlant également de la guerre en Ukraine. Наверное, стоит уточнить, что сама территория Украины, она была в основном собрана в годы советской власти, достаточно разнородных территорий. Допустим, Западная Украина была присоединена Сталиным, Донбасс был присоединен Лениным, Хрущев присоединил к Украине Крым. То есть это очень разные территории, просто чисто административно и не совсем идентичным населением. Il faut dire également que le territoire de l'Ukraine avait été monté pendant l'Union soviétique. C'est Staline qui a ramené la partie ouest du pays. C'est Lénine qui a ramené le Donbass. C'est Khrouchtchev qui a ramené la Crimée. Et ce sont donc des territoires avec une administration un peu différente, mais également avec la population différente. И где-то за год до этих событий я уже начал писать каждые 2 недели статью о том, что на Украине грядут очень страшные события, и много и подробно объяснял, что там будет происходить. Et j'avais déjà commencé avant de parler des événements en Ukraine en prévoyant ce qui va se passer en quelque sorte, parce que c'était déjà évident à l'époque.
И когда все это началось, это не вызвало у меня никакого удивления. Я знал, что это начнется, и это началось. Et quand la guerre a réellement commencé, je n'étais pas sous le choc, je savais déjà que ça allait venir. Я не хотел в этом участвовать лично, я не хотел ехать туда, и поэтому изначально я занялся гуманитарной помощью тем районам, которые попали в зону боевых действий уже весной 2014 года. Je ne pensais pas du tout y aller au départ, je ne voulais pas prendre part aux actions militaires qui ont lieu là-bas. J'ai commencé par organiser l'aide humanitaire dans les régions qui étaient dans la zone de frappe déjà en 2014. Но со временем я понял, что в мире очень мало сил, заинтересованных в реальном понимании этого конфликта, и очевидного желания его так или иначе нивелировать, этот конфликт, я не видел в мировых игроках. Mais finalement, avec le temps qui passait, je me suis rendu compte que les forces du monde n'étaient pas vraiment intéressées à atténuer ce conflit et à faire quelque chose pour que ça s'arrête. Надо, чтобы еще на Западе отдавали отчет, что это не конфликт русскоязычного или русского населения Украины с украиноязычным населением Украины. Это, можно сказать, что это борьба, противостояние двух Украин. Одной части Украины и другой части Украины. Il faut comprendre aussi à l'Occident qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre les Russes qui parlent russe et les Ukrainiens qui parlent ukrainien. C'est un conflit de deux Ukraines différentes qui forment un seul et même pays pour l'instant, mais qui sont en même temps deux pays différents. На Западной Украине, и сейчас это уже факт совершенно очевидный, очень сильна апелляция. Если поначалу это вызывало юмор, и все просили показать, где тут бандеровцы, то теперь в Киеве проспект Бандеры. Бандера изучается во всех школах, проходят огромные шествия в честь его дня рождения. То есть это стало политической действительностью. Et on peut déjà en parler très ouvertement parce que dans l'Ukraine de l'Ouest, les personnages dont on rigolait quand on a commencé à en parler parce que ça n'avait pas l'air sérieux, on parlait de Bandera, on parlait de Shevchevitch, on parlait de Petlura, mais aujourd'hui c'est une réalité et à Kiev on peut voir le boulevard de Bandera, on organise les anniversaires, on en parle aux enfants, etc. Donc ce sont des personnages qui sont vraiment reconnus aujourd'hui par l'Ukraine. А вот другая часть Украины, которая состоит из и русских, и украинцев, и греков, она во многом эстетически тяготеет к персонажам противоположного толка, в том числе к советским персонажам, таким как Щорс, Маршал Рыбалка, советские персонажи. И не случайно противостояние между Западом и Востоком началось вокруг памятников Ленину, потому что одни собирались, чтобы памятник Ленину уничтожить, а другие собирались его спасать. Но потом там не только памятники Ленину, памятники военачальникам, героям кинематографа, всем подряd. Но вот изначально вокруг левосоветской идеологии было противостояние. Alors que de l'autre côté, dans le Donbass, c'était toute une autre population, c'était un mélange de Russes, d'Ukrainiens, de Grecs même. Et les personnages qu'ils reconnaissaient, c'était plutôt les personnages soviétiques, donc on peut parler de Щорс, on peut parler de Rybalka. Et en fait, il y avait une situation très compliquée autour de monuments de Lénine. Donc ça a commencé avec le monument de Lénine, mais finalement c'est allé jusqu'aux monuments qui ont été érigés aux commandants de guerre soviétiques et même aux personnes qui s'occupaient tout simplement du cinéma. Et finalement, ce n'est pas du tout la même idée qu'on voit en Ukraine de l'Est et en Ukraine de l'Ouest. Но в данном случае как раз тот пример, когда советский означает во многом и русский. То есть то, что началось изначально как борьба с советскими артефактами, как антисоветизм, он достаточно быстро переродился в русофобию в чистом виде, потому что одновременно началась борьба со статусом русского языка,
с которым стали бороться на государственном уровне. И так или иначе перешло нападение на какие-то общекультурные ценности российского толка, в том числе на литературу. Огромное количество книг было запрещено, фильмов, опять же, было запрещено. То есть это антисемитизм, который стал разновидностью русофобии. Mais il faut comprendre aussi que le mot soviétique est devenu en quelque sorte le synonyme du mot russe. Et on voit cette campagne de haine envers le communisme, envers les idées communistes et envers l'héritage soviétique. La langue russe a été interdite et a perdu son statut de langue officielle. Et c'est allé jusqu'au problème avec les valeurs soviétiques de façon générale. On a commencé à interdire les livres, les films, etc. Donc c'est vraiment une opposition à l'idée de l'héritage soviétique, mais qui forme en réalité notre héritage russe et ukrainien. Ну, вот сравнивать все это с Чечней достаточно сложно, хотя там одну параллель как минимум можно провести, потому что в Чечне вот накануне начала войны, которую развязал Борис Николаевич Ельцин на территории Чечни, которую можно было не развязывать, у него для этого были возможности. В Чечне было противостояние двух кланов. Клана, настроенного на независимость или на контакты с Турцией и с Великобританией, и клана, который был обращен к Москве. И между ними началась гражданская война, в которую Ельцин вмешался достаточно зверским образом. Il est très difficile de comparer ce qui se passe dans le Donbass avec la guerre en Tchétchénie, mais il faut dire déjà que Boris Yeltsin avait commencé cette guerre et qu'il aurait pu éviter. Et déjà avant le début de cette guerre en Tchétchénie, il y avait une opposition entre deux clans en fait, un qui supportait plutôt l'idée de la liberté de l'indépendance et de lien avec la Turquie, avec l'Angleterre, et l'autre clan qui était plutôt pro-moscovite. В общем, все это очень сложно свести каким-то единым знаменателем, но я еще раз говорю, что если бы Европа и Франция, и Италия или Германия действительно хотели бы узнать ситуацию на юго-востоке Украины, на Донбассе, то они могли бы с легкостью провести там референдум, совершенно прозрачный, и выяснить, чего именно хотят граждане этих территорий. И очень быстро бы выяснили, что они хотят либо федерализации, либо жестокой автономии, либо полного отделения. Это бы стало бы фактом для Европы, пришлось бы с ним иметь дело. Мне кажется, что с ним не хотят иметь дело. Mais je crois aussi que si l'Occident était vraiment intéressé par ce qui se passe dans le Donbass, il pouvait très bien organiser un référendum et voir la réaction des gens. Et il verrait très bien que la population est soit pour la fédéralisation, soit pour l'indépendance entière de ce territoire. Oui, alors ceci m'amène à poser la question suivante. D'abord, remarquez qu'il y a souvent, et Zakar fait souvent l'allusion à la guerre d'Espagne, à la mobilisation internationale pour la guerre d'Espagne. Il y a plus de 2000 écrivains anglais qui se sont engagés dans la guerre d'Espagne. Il y a... ça va, vous entendez? Il y a des grands noms de la littérature américaine, Dos Hemingway. Il y a du côté français André Malraux, et on se demande, quand on a ce retour sur la guerre d'Espagne, si la mobilisation pour le Donbass est à la hauteur des attentes. Évidemment non. Et c'est une des grandes questions, c'est comment essayer de rendre clairs les enjeux à l'œuvre au Donbass, qui apparemment, quelqu'un vient de nous le dire, n'arrive pas à entrer dans l'opinion publique des pays occidentaux. Mais peser beaucoup plus pour la résolution du problème du Donbass. Я понял, да, в истории не бывает идентичных ситуаций, и да, отчасти можно сравнить Донбасс с Испанией 30-х годов. Il n'y a pas d'histoire identique en réalité, et oui, partiellement on peut comparer les événements dans le Donbass avec la guerre d'Espagne des années 30.
Но все-таки надо понимать, что власть в Киеве, сколь бы она ни была коррупционной, сколько бы не совершали они тех или иных ошибок или преступлений, она, конечно, не является, это совершенно очевидно, она не является неонацистской властью, и она всего лишь заигрывает с очень жестокой пассионарной частью населения, 2-3-4% очень жестко инфицированных неонацизмом, и власть вынуждена с ними считаться, потому что она боится нового Майдана, нового переворота. Mais malgré en fait tous les défauts du pouvoir qui est en place à Kiev aujourd'hui, on ne peut pas dire de ce pouvoir que c'est un pouvoir néo-nazi. Oui, c'est une sorte de coquetterie de leur part de s'adresser à une petite partie de la population qui sont vraiment des passionnés et qui répondent effectivement aux paroles, aux propos des idéaux néo-nazis, mais ce n'est pas comparable. И я хочу сказать, что Украина, в целом вся Украина, она все больше и больше будет отторгать от себя то, что произошло в результате Майдана, власть Порошенко и тем более вот эти вот неонацистские шествия, которые там проводятся с завидной регулярностью. Украина будет от этого уходить, потому что уже сейчас по нашей закрытой социологии очевидно, что половина страны не приемлет всего этого и желает, чтобы это скорее закончилось. Mais de plus en plus, l'Ukraine va repousser tout ce qui est en lien avec Poroshenko, avec les événements du Maïdan, etc. Parce qu'elle n'accepte pas ces événements-là. Et nous avons des données qui nous confirment que les Ukrainiens vont de plus en plus repousser ces idées. Что касается отношения мира культуры, литераторов, музыкантов и прочих представителей интеллигенции по отношению к Донбассу и по отношению к произошедшему в Киеве, то в России она раскололась практически поровну. Одни приемлют идеалы Майдана и оранжевой революции в Киеве, другим понятны идеалы Донбасса, идеалы тех людей, которые вышли на площади в Крыму. То есть это стало не только политическим и военным противостоянием, но и отчасти культурным противостоянием. En ce qui concerne les artistes, donc les hommes de lettres, les musiciens, les cinématographes, en Russie aujourd'hui, il y a un clivage, on peut dire moitié-moitié en fait, entre ceux qui soutiennent plutôt le côté pro-russe, que ce soit le côté pro-ukrainien de ce conflit. Il y en a qui sont plutôt pour la guerre et donc pour la révolution orange. Il y en a qui soutiennent plutôt le Donbass. Et donc c'est un conflit qui est visible, qui est très visible en Russie aujourd'hui dans les milieux artistiques. Ну, как ни странно, как ни парадоксально, это во многом не только, конечно же, конфликт внутри Украины, это продолжение конфликта февраля и октября 2017 года и 1991 года, потому что тогда уже интеллигенция, в том числе литературная, распадалась на радикально противоположные лагеря, и вот эти конфликты, они в том или ином виде воспроизводятся и сегодня тоже. Mais on ne peut pas dire que ça vient aujourd'hui juste comme ça. C'est tout ce qui vient, ça vient à la suite du février 1917 et également des événements de 1991 où l'intelligentsia et le milieu artistique se trouvaient déjà dans ce clivage entre deux positions. Вот Моника говорила о том, что там есть какая-то критика в России по поводу меня. Мне все это совершенно кажется нормальным. Мне, как сказал один человек, Лимонов, он сказал, все друг с другом согласны только на кладбище. Мне кажется, для культуры это вполне нормальная ситуация, когда у нас есть противоположные точки зрения. Но если при этом еще и убивают людей за ту или иную правду, то, конечно же, пока их убивают, я не могу на это смотреть спокойно. Monique vient de dire qu'il y a des critiques envers moi en Russie, mais je trouve ça tout à fait normal. Et comme a dit Edouard Limonov, que je connais, nous sommes tous d'accord uniquement quand on est au cimetière. Tant qu'on est vivant, évidemment, il y a des oppositions entre nous, entre nos positions, entre nos avis. Et je trouve ça tout à fait normal et logique et on doit en parler, mais c'est bien ça le problème, parce que tant qu'on peut en parler, c'est très bien, mais aujourd'hui on tue des gens, on tue des enfants et ça je ne l'admets pas. Oui, alors une question toujours sur le Donbass. Ceux du Donbass, dans le livre
vous trouverez donc sur le comptoir des éditions des sites en H77, je crois. Voilà. Parle évidemment essentiellement du Donetsk. Or, nous savons qu'il s'est passé, il y a eu des événements politiques à Lugansk. Il y a deux républiques, une est Donetsk, jamais, ce qu'on appelle dans le jargon journalistique. Voilà. Et l'autre, c'est la République populaire de Lugansk. Et il s'est passé récemment donc, des événements qui ont abouti au changement de direction. Et j'aurais voulu savoir, si, pas entrer dans la politique de Lugansk et dans les détails, mais si les rectifications qui ont été apportées vont renforcer l'union entre les deux républiques et peut-être rapprocher de cet idéal d'une Nouvelle-Russie, c'est-à-dire de faire un État uni entre les deux républiques. Ну, есть такие шансы, но сейчас пока более важные задачи стоят перед Донбассом. Это не объединение Донецка и Луганска, а прекращение военных действий, потому что экономики этих республик пытаются выйти на самообеспечение и практически выходят периодически, но одна бомбежка, один обстрел, одна разбитая водонапорная фильтровальная станция или какой-то железнодорожный переезд, и опять происходит дыра в бюджете, поэтому война сейчас интересует гораздо больше, чем объединение этих территорий. Mais il y a des chances que ces deux territoires soient unis, mais ce n'est pas une priorité pour nous. La priorité, c'est la fin de la guerre. Les deux régions essayent d'avoir leur autonomie, mais c'est très compliqué par temps de guerre de devenir une région autonome parce qu'il suffit d'un seul événement où on bombarde la station d'eau ou les voies de fer, par exemple, pour faire faillite, causer la faillite à toute la région et évidemment ça fait des problèmes au niveau du budget du pays. Oui, ça sera ma toute dernière question et après nous passons le micro. Est-ce que la situation actuelle, ni paix ni guerre, n'aboutit-elle pas à un certain découragement de la population qui vit des choses très éprouvantes, les morts et les privations de toutes sortes? Et est-ce que cette situation de ni paix ni guerre n'entame pas le courage de la population et celui des combattants? Ну, в Донецке, видимо, судя по всему, живут люди какого-то удивительного характера. И вот эта шахтерская, видимо, порода, она дает о себе знать, потому что с точки зрения социальной люди каким-то религиозным, просто стоическим образом выносят эти 4 года вот этой, не совсем ни мира, ни войны, потому что на линии соприкосновения бои происходят каждый день, и люди слышат стрельбу каждый день. И каждый день 26 тысяч человек армии ДНР, каждый день мужья, там, и жены, матери, дети провожают своих близких, собственно, на передовую. То есть это все достаточно сложно для меня понять, но люди внутри этого живут, работают, проводят общие праздники и умудряются не озлобляться, умудряются нести высокое человеческое достоинство. А это большая честь наблюдать этих людей, большое удивление для меня. Dans le Donbass, on peut en fait admirer ces gens qui sont des gens très particuliers qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs dans le monde. Ce sont des ouvriers qui passent leur temps dans les mines et ça forme en quelque sorte leur caractère. Et de façon en quelque sorte religieuse, ils acceptent les événements qui se passent chez eux
parce que cette situation qu'on appelle ni guerre, ni paix, ni guerre, en réalité la guerre est toujours là, est toujours présente. Et dans la ligne de mire, il y a toujours des gens qui meurent, il y a toujours des soldats. L'armée populaire de Donetsk fait 26 000 personnes et tous les jours il y a des mères, il y a des familles qui envoient leurs fils là-bas. Et donc ça ne s'arrête jamais, c'est une situation quotidienne pour les habitants de Donbass. Et j'admire leur force. Je ne sais pas comment ils vivent avec ça, mais ils y arrivent très bien parce qu'ils arrivent à ne pas être en colère contre le monde. Merci Zakhar. Je vais vous passer le micro. Je pense qu'il y aura peut-être une ou deux questions. On a un tout petit peu de temps pour préciser. А кто передаст микрофон? Bonjour, je sais que Zakhar Prilepine en ce moment privilégie évidemment la guerre dans le Donbass et qu'il dit qu'il ne peut pas écrire et combattre en même temps. Et pourtant, il est en plein, effectivement, c'est parfaitement compréhensible, il est en plein dans cette affaire depuis 2 ans. Mais est-ce qu'il ne croit pas, c'est peut-être une question un peu occidentale, mais qu'il serait que c'est bien de faire un livre de témoignages comme ceux du Donbass, qui va sûrement avoir, qui va être lu. Bon, il y a eu quelques articles dans la presse en France, mais enfin, ça n'aura pas un gros impact. Est-ce qu'un gros roman, est-ce que la priorité maintenant, rapide, de ne pas attendre 3, 4, 5 ans, la priorité aujourd'hui, c'est d'écrire un grand roman, justement, pour faire passer toutes les idées qu'il vient de développer très bien, qui sont développées dans ceux du Donbass, mais dans un grand roman, un roman à la Malraux, un roman à la Hemingway, consacré, que bon, des Prilepine, des combattants comme lui, on peut en trouver, il y en a beaucoup, il y en a des centaines dans le Donbass, des écrivains comme lui qui ont écrit certainement l'archipel des Solovki est déjà considéré peut-être comme le plus grand roman russe de ce début du XXIe siècle, et tous ceux qui, je le conseille d'ailleurs à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, l'archipel des Solovki, c'est vraiment, même les adversaires de Zakhar en Russie disent que c'est certainement le grand roman russe des 20 dernières années. Est-ce qu'il ne faut pas écrire un roman de ce niveau, si possible, sur le Donbass, je sais qu'il ne peut pas combattre en même temps, mais bon, peut-être, voilà, simplement. Voilà. Спасибо вам за добрые слова и за вопрос. Да, я так считаю, и я хотел бы, чтобы этот роман был. Не обязательно, может быть, мой роман, но, может быть, это идеалистическая точка зрения, но мне кажется, что литература, если литература удается проза или поэзия о том или ином историческом событии, она служит главным оправданием этому событию, потому что о дурных делах хорошая проза и хорошая поэзия и хорошие песни не сочиняются. И если о Донбассе будет сложен настоящий эпос, значит, все это было в каком-то смысле не напрасно. Merci pour votre question, merci pour votre avis, ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, un tel roman doit exister. Peut-être je ne serai pas l'auteur de ce roman par contre, mais je suis persuadée que les événements de la guerre doivent être reflétés dans un roman, dans une prose, dans une poésie. C'est la seule façon en quelque sorte de justifier ce qui se passe, d'accepter et d'admettre les événements. Et si un jour un grand roman voit le monde, ça sera très bien, surtout s'il s'agit de Donbass. Но с другой стороны, просто психологически это немного сложно, лично для меня, потому что там вот люди, которые служат и воюют в армии ДНР, и они, я их знаю уже несколько лет, да, месяцы, многие месяцы я с ними провел рядом. И вот я возьму и поеду и буду их описывать, и они останутся там сидеть в окопе. И в этом есть какой-то для меня такой sложный psychologique шаг. Может быть, это стоило бы сделать, но я не могу пока. Mais du point de vue psychologique, pour moi, il serait compliqué de travailler sur ce sujet parce que dans le Donbass, je connais maintenant des gens qui combattent tous les jours. Et si je viens un jour et je commence à les décrire dans mon livre pour en faire un roman, pour en faire de la prose littéraire, et moi, en partant, je vais les laisser. Ils vont rester là, dans les tranchées. Pour moi, psychologiquement, c'est très compliqué. Je ne suis pas prêt à faire ça.
Une autre question, encore une dernière question. Bonjour Monsieur Philippine, j'ai une question. Vous appelez la guerre, le conflit à Donbass, vous dites que c'est la guerre civile, mais ma question est qu'est-ce qui vient foutre l'armée russe régulière sur les territoires alors? C'est pas plutôt la guerre entre la Russie et l'Ukraine, surtout que c'est déjà prouvé par plein des organisations internationales? Не, во-первых, чтобы было понятно, ведь разница очевидна совершенно. Российские войска, они есть в Крыму, именно поэтому Украина не воюет с Крымом, потому что там есть российские войска. Déjà, pour poser les bases, il est évident qu'il y a l'armée russe, l'armée régulière russe en Crimée, et donc l'Ukraine ne fait pas la guerre en Crimée. Я уверяю вас, что если бы российские войска были бы на Донбассе, эта война бы тоже закончилась достаточно быстро. Et je suis persuadée s'il y avait l'armée régulière russe dans le Donbass, cette guerre se terminerait très rapidement. Действительно, в самом начале этого конфликта было достаточно серьезное количество добровольцев из России, именно добровольцев. Они исчислялись тысячами, может быть, даже десятком тысяч, но они, конечно, существовали наряду с местными добровольцами. Вот, скажем, в моем подразделении, в моем батальоне 250 человек, из них 240 человек уроженцы Донецка и Луганска, и все говорят на украинском языке. Oui, il faut également dire qu'au début des événements, il y a eu beaucoup de volontaires qui sont engagés dans les événements, dans la guerre de Donbass. Du côté russe, il y avait des milliers, même des dizaines de milliers de personnes qui se sont engagées. Mais ce sont des gens qui ont combattu, qui combattent dans le Donbass, à côté de la population locale, de l'armée populaire de la République de Donetsk et de Lugansk. Dans mon bataillon de 250 personnes, il y a quand même plus de personnes qui viennent de la région, qui sont là et qui combattent. Понимаете, к нам тоже приезжают и французские журналисты, и чешские, итальянские, американские, британские, все, кто хотят узнать действительность, они ее узнают, это никто этого не скрывает, и мы всех допускаем к себе в подразделении, все могут приходить, общаться с бойцами, задавать им вопросы. То есть это не тайна какая-то, которую можно было бы скрыть. Et ce n'est pas du tout pour nous quelque chose qu'on essaye de cacher, la présence des personnes qui viennent des endroits différents et donc de la Russie également. Et on est ouvert en fait à ce que les gens de l'étranger viennent nous rendre visite s'ils ont des questions à nous poser, que ce soit les Français ou les Hongrois ou les Tchèques. On est là, on les accueille, ils peuvent parler, ils peuvent discuter avec nos combattants, ils peuvent venir nous rendre visite sur place. С другой стороны, если там могли ли там быть военные российские специалисты, конечно, они там могли быть, равно как там были американские военные специалисты и огромное количество представителей частных военных компаний, больше всего поляков и финнов, к сожалению, к несчастью для нас. Было отдельное грузинское подразделение с той стороны, со стороны Украины. Поэтому, если вы задаете вопросы к России, задайте вопросы, собственно, и Киеву. Зачем им американские джавелины, зачем им бесконечная финансовая помощь со стороны разных игроков, которые не имеют вообще к Украине никакого отношения. И зачем там иностранные наемники, да? Oui, et on peut également observer non seulement du côté du Donbass les spécialistes de la guerre venant de Russie, mais également les spécialistes dans les événements militaires venant des États-Unis. Et également, on peut voir des volontaires venant de Pologne, de Finlande et d'autres pays. Et ce ne sont pas uniquement des gens qui viennent chez nous de l'armée, mais également des organisations privées. Et si on pose cette question, il faudrait également peut-être poser la question à Kiev, pourquoi ils sont si intéressés par le soutien et par l'aide financière, y compris du côté des États-Unis. Je pense que nous n'avons plus encore une question. Puisque nous avons parlé tout à l'heure
Comparaison avec la guerre d'Espagne, la guerre civile en Espagne, pourquoi ne pas parler carrément de brigades internationales? D'ailleurs, je crois que le terme a été employé à une certaine époque, au début de la guerre, pour désigner les bataillons, enfin les volontaires étrangers, russes ou autres qui combattent au Donbass. Нет, конечно, есть. Меня просто про это не спрашивали. Есть и у нас в батальоне есть 2 чеха. Конечно, есть французы. Если для вас это секрет, то вот они есть. Было, конечно, много было из Сербии. Сербия, Чехия, Франция, Италия. Вот те, с кем я лично встречался, итальянцы у нас тоже есть. Non, c'est pas du tout un secret, peut-être c'est un secret pour vous, mais non, on l'admet très ouvertement. Il y a des gens qui viennent chez nous de République tchèque, d'ici, de la France, de Serbie, de l'Italie, et ces personnes sont nombreuses. Конечно же, со всех бывших республик Советского Союза есть люди, конечно, из Армении, из Казахстана. Et également, évidemment, les gens qui viennent des anciennes républiques de l'Union soviétique, l'Arménie, Kazakhstan, etc. Это отдельный феномен, как чувство солидарности, великое чувство эмпатии, сопереживания, оно вдруг коснулось людей на самых разных стран. Если бы, конечно, была бы Куба или Венесуэла поближе к нам, конечно, там тоже много бы приехало бы из Аргентины, потому что там тоже переживают, но им дорого лететь. Et c'est un phénomène qui devrait être étudié à part. Pour moi, c'est très important parce que c'est une solidarité qu'on voit parmi les peuples, c'est une compassion et c'est quelque chose qui devrait être étudié à part. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir cette sorte d'amitié entre les gens. Et si donc Venezuela ou Argentine ne peut pas être plus près de chez nous, il y aurait également des gens qui viendraient chez nous, mais malheureusement ça coûte trop cher de venir dans le Donbass. Можно, пожалуйста, вам задать следующий вопрос? Как вы себя определяете? Как военный, как писатель, как общественный деятель? J'ai une question. Comment vous vous identifierez, vous, par vous-même? Est-ce que vous êtes un militaire, un combattant, ou plutôt un écrivain, ou quelle est votre position? Ну вот здесь я сижу как писатель, конечно, я представляю свои книги. Aujourd'hui, ici, je suis un écrivain, je suis là pour vous, je viens dédicacer mes livres et les présenter. Когда я вернусь в Донецк, я думаю, что большинство бойцов в моем подразделении не читали моих книг. И я им даже и не очень нужен в этом статусе. Они меня любят за другое. Quand je vais revenir dans le Donbass, je sais que la plupart des personnes aux côtés de qui je combats n'ont pas lu mes livres et n'en ont pas besoin. Когда я приезжаю каждый месяц на 2 дня в Москву и снимаю свои программы, я выступаю как общественный деятель, я говорю о тех вещах, которые мне кажутся важными для России и для Донбасса. Et quand je reviens 2 jours par mois chez moi à Moscou, oui, j'agis d'une autre façon. Je suis là pour présenter les émissions et parler de sujets différents, mais du Donbass également. Когда я приезжаю домой к своим детям, я для них просто папа, я не думаю, что это шизофрения какая-то, что я должен менять все. Это все один человек, но просто разные функции. Et quand je viens chez moi, quand je vois mes enfants, je suis pour eux tout simplement leur papa et je ne pense pas que ça soit une sorte de schizophrénie de ma part de regrouper toutes ces positions dans ma vie. Je crois que nous devons remercier Захар. Спасибо всем. Миру, миру. Merci à tous. Que la paix soit parmi nous. Une note de solidarité avec le Donbass. D'abord en prenant connaissance intime avec la réalité du Donbass telle qu'il l'a décrit dans cette magnifique épopée. Et peut-être nous reverrons-nous dans quelques temps au Donbass. Pourquoi ne pas imaginer
que la curiosité des Français, de nos amis français, s'exprimerait de cette manière, en soutenant le Donbass tant qu'il y a la guerre et en continuant à le soutenir quand il y aura la paix. Merci à vous.